Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour analyser, débriefer le match nul accroché par l'Olympique de Marseille, 3 partout. Quel match c'était, très ouvert, très plaisant à voir, même si pas parfaitement maîtrisé. Match nul 3 partout de l'OM à Amsterdam, chez moi, dans ma ville, pour reprendre des termes de quelqu'un qui est très connu depuis quelques jours. Mais l'Olympique de Marseille n'était pas là pour décapsuler des têtes. L'Olympique de Marseille était là pour relever la tête au cœur d'une période extrêmement compliquée pour le club. L'OM, non, n'est pas mort. Et c'est en grande partie grâce à cet homme qui a inscrit un doublé, qui a fait un très très gros match juste avant sa sortie autour de la 80e minute de jeu. Prestation d'Aubameyang qui a permis donc à l'Olympique de Marseille de ramener un point dans ce groupe d'Europa League, dans ce groupe très très costaud d'Europa League, où il y a eu en plus, je pense, plutôt un bon résultat dans l'autre match. En tout cas, l'Olympique de Marseille se présentait en 4-3-3, pas comme on le voit ici sur la compo, c'était Aubameyang en pointe, Iliman Ndiaye était plutôt ailier gauche ici, et on avait Amin Harit sur la droite là, Rongier était milieu central gauche, donc vraiment l'UFA n'importe quoi, Kondogbia plutôt en 6, et Unai milieu central droit là. La ligne de 4, Gigo Mbemba, ça a été franchement assez catastrophique. Klose a été très bon en revanche. Et voilà grosso modo pour le 11 de l'Olympique de Marseille. Ça démarre très très mal ce match, vraiment très très mal, avec cette tête ratée de Mbemba. L'anticipation est pas bonne. Derrière, notre ami qui s'appelle plus, il faut que je me souvienne, il s'appelle plus Carlos Borges, recruté à Manchester City pour une quinzaine de millions d'euros par l'Ajax cet été. C'est plus Borges, c'est Forbes. Il a pris désormais le nom de sa mère, donc c'est peut-être pour ça si vous le reconnaissiez pas. En tout cas, au bout de cette tête ratée de Bemba, son accélération parfaite en 2 touches, la tête, je ne l'ai pas mise ici, mais pour s'amener le ballon dans le bon sens, et ensuite la deuxième touche là du pied, parfait pour pas perdre de vitesse suite au retour sur ses jambes de Gigo ou de Klose. J'arrive pas trop à déterminer. Pas de sortie de Paul Lopez, c'est peut-être un peu trop un problème. Mais il peut finir simple, 1-0. Bon, pas grand chose à dire. Forbes a bien négocié l'action, mais c'est une grosse erreur de l'Olympique de Marseille. Et ça va être un petit peu un signal des choses à venir dans ce match, qui était marqué par des errements défensifs de part et d'autre, mais vraiment catastrophiques. L'Ajax d'Amsterdam, immense club. Je suis plutôt partisan, pas un supporter officiel, mais plutôt sympathisant de cet immense club à une histoire fantastique, vraie ville de foot. Amsterdam, c'est vraiment extraordinaire. Il y a tout un quartier résidentiel où Johan Cruyff est né, là, que j'ai découvert l'autre jour, petit aparté, où toutes les rues portent un nom de grand stade que Johan Cruyff a marqué. Genre, il y a la rue Wembley, la rue Santiago Bernabéu, la rue Dele Alpi, etc. Même les bâtiments ont des noms liés au foot et tout. Enfin, c'est vraiment la rue Neskens, machin. C'est vraiment une vraie ville de foot. Immense club. Par contre, qui est en train de vivre, je trouve, une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Techniquement, je ne reconnais pas ce club, je ne reconnais pas cette équipe. Et il y a des moments vraiment assez dramatiques. Genre là, cette perte de balle, parce que notre ami, le latéral droit, j'ai oublié son nom, le Danois qui vient d'être recruté, c'était pas Devine Range qui était titulaire, c'était donc lui. Mauvaise prise de balle sur la passe ici du défenseur central. Et il doit pouvoir jouer sur le côté, mais il se l'emmène plutôt vers l'intérieur. Ensuite, cette passe-là, elle est trop longue. Et notre ami Pierre-Emerick Aubameyang peut en profiter. Il surgit. Je pense honnêtement qu'il réalise plutôt le bon geste. Enfin, juste, il est mal exécuté, mais je pense que c'était la bonne décision. Vu que Gorter était sorti, pas comme Paul Lopez tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment de quoi faire autre chose. Il y a vraiment l'espace pour aller mettre un lob, mais simplement le geste est mal exécuté. Et il aurait pu avoir un triplé, voire un quadruplé. Il a eu 2 autres très grosses occasions, Pierre-Emerick Aubameyang, mais là, il n'en profite pas pour remettre l'Olympique de Marseille à un partout. L'Ajax, de l'autre côté, va saisir l'occasion, et encore une fois, sur ce très bon déplacement intérieur de Carlos Forbes, passe intérieure là pour, comment il s'appelle déjà, Kenneth Taylor. Superbe contrôle orienté, sa frappe croisée ne trompe pas Paul Lopez qui réalise un super arrêt. Voilà, très bien joué par Forbes, vraiment le déplacement était magnifique, la ligne marseillaise est extrêmement mal alignée et elle permet que Taylor soit touché à l'intérieur, mais sur le corner qui suit, c'est vraiment assez difficile, un peu affligeant de naïveté pour l'Olympique de Marseille, qui sur ce corner joue à 2 le centre de Borna Sosa. C'est trop
facile pour Berghaus qui est touché seul là, qui réalise une superbe reprise de volée allongée comme ça, il se couche très très bien sur le ballon, mais c'est pas normal qu'il soit trouvé avec autant d'espace sur ce qui est un simple petit corner à deux. J'ai trouvé vraiment la défense marseillaise calamiteuse. Et là, voilà, on voit, il y a ce mouvement vers le premier poteau, vers la ligne de 6 mètres des joueurs de l'Ajax. Et du coup, tout Marseille se fait un petit peu écraser sur cette ligne de 6 mètres. Trop facile pour Berghaus qui peut reprendre sans opposition. Maurice Stein se régale. Ça va pas durer parce que une minute plus tard, grâce à Amin Harit et grâce à Jonathan Klaus, les deux qui ont été excellents, je mettrai les deux dans mon top 3 du match, avec Pierre-Emerick Aubameyang bien sûr pour l'Olympique de Marseille. Très très bon déplacement, superbe passe extérieure du pied d'Amin Harit. Jonathan Klaus, j'adore ce qu'il fait ici, parce que bien sûr il va aller se l'emmener, il va aller finir, mais il prend suffisamment de temps pour fixer et pour pousser son vis-à-vis ici à essayer d'anticiper la passe en retrait. Je trouve que Klaus, il a fait preuve de beaucoup de patience, de lucidité, et c'est ensuite bien exécuté techniquement, parce que rentrer là comme ça, entre deux, entre Sosa et le numéro 33, il faut réussir à le faire. Et puis après, la frappe, elle n'est pas facile non plus à mettre. C'est dans un angle fermé. Il y a le retour d'un défenseur. Donc pas simple, mais très très bien exécuté. Et super joueur. Moi, les matchs que j'ai vus de Klaus en Coupe d'Europe cette saison, c'était contre le Panathinaikos. Je l'avais trouvé excellent. C'était le meilleur Marseillais, avec Lodi aussi qui avait été très bon. Et là, encore une fois, un des meilleurs. Donc très bon match de Klaus. Beaucoup moins bon en revanche pour la charnière centrale marseillaise. On a souligné les carences de Mbemba sur ce début de match, mais c'était aussi le cas malheureusement de Samuel Gigot qui ici sur ce centre se fait totalement avoir. C'est dommage parce que il me semble que c'est Brobbey qui peut remettre en retrait pour Taylor qui ferme pas suffisamment bien son pied. Il y avait une grosse occasion de 3-1 pour l'Ajax. C'est Marseille qui peut en profiter, qui va avoir de son côté une très grosse occasion. Ça a été une succession de très très grosses occasions. Franchement, le match était kiffant. Il n'y a pas grand chose à dire, le match, c'est pour un petit match du jeudi soir, là, après une semaine de Ligue des Champions qui était assez animée, riche, je vais pas vous mentir, on arrive jeudi un petit peu fatigué. J'avais pas envie d'une rencontre où il faut se poser, la décrypter tactiquement, où c'est compliqué, fertile, riche intellectuellement. J'avais envie d'un truc un petit peu plus débridé. Et là, c'était parfait avec des défenses vraiment aux abois. Il y avait tellement d'espace. Sur ce que je vais dire est une magnifique pelouse. Je trouve que télévisuellement, la Johan Cruyff Arena, déjà c'est un magnifique stade. J'ai été vraiment à 60 000 places, superbe. Mais télévisuellement, ça rend super bien aussi. La pelouse est bien verte. Le fait que les tribunes soient assez sombres, notamment côté virage, je trouve que ça met vraiment l'emphase sur ce très très beau rectangle vert. Et en plus, la pelouse était de grande qualité. Donc ça a été juste un match vraiment kiffant à regarder là, un petit peu tranquille dans mon fauteuil. Super match. En l'occurrence, Klaus qui peut sortir donc sur ce ballon, je veux dire, c'est tellement mal joué par l'Ajax. Je reconnais pas une équipe cruyffienne parce que ces passes-là où il y a vraiment aucun soin qui est pris du ballon, c'est assez dramatique. Mais Cruyff, pas Cruyff, non. Klaus, c'est les mêmes initiales, mais c'est pas tout à fait le même type de joueur. Klaus peut surgir, couper cette passe et donner un excellent ballon après le relais, pardon, c'est pas lui qui le donne, mais il y a un relais ici avec Unai qui transmet de l'autre côté pour Iliman Ndiaye, qui va battre son vis-à-vis, frappe qui heurte la barre transversale de Gorter, et grosse occasion pour Marseille de revenir à deux partout. Encore une fois, sur les moments de transition offensive, j'ai vu un Ajax totalement découpé, tranché, coupé en deux. Voilà, excellent ballon, comment dire, Harit se met vraiment dans le sens du jeu de manière merveilleuse. Je trouve le contrôle est parfait, c'est très soyeux. Il a fait un super match. Il réussit à décaler Pierre-Emerick Aubameyang. On joue la 38e minute de jeu. Et pour moi, c'est un peu l'action du match parce que je trouve que ce que fait Harit là, c'est top. L'appel d'Aubameyang, il est excellent. Mais la finition m'a vraiment bluffé. Parce qu'on dirait qu'il glisse. Il glisse effectivement, c'est un tir glissé. Mais il glisse exprès. Et tous ceux qui pensent l'inverse, je vous invite à revoir l'action, la revoir plusieurs fois, plusieurs angles, plusieurs ralentis si vous voulez. Il n'y a aucun moment où ça, c'est pas intentionnel de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors après, Gorter est trop court, c'est pas un bon gardien. Et je pense que la pelouse, justement, elle était merveilleuse, elle glissait, elle était bien arrosée aussi. Ça fait que le tir fuse un petit peu. C'est aussi pour ça que cette technique de tir, je pense, est aussi pertinente en l'occurrence. Mais voilà, de partout,
superbe geste de finition avec des screenshots, ça va pas être trop parlant, mais ce que je vois ici, c'est un gars qui est pas en déséquilibre. Et si vous regardez bien l'action, c'est pas comme si son pied d'appui il glissait. C'est lui qui décide de glisser parce que c'est la meilleure manière de finir avec force, ras de terre, premier poteau. Parce que sinon, c'est peut-être contré par le tacle de Sosa. En tout cas, bon, c'est très instinctif. C'est le foot, c'est instinctif. Il n'est pas en train de réfléchir à tout ça et de poser sans calcul sur son geste. Mais c'est un geste qui, pour moi, est 100% volontaire. Et c'est hyper bien exécuté, hyper bien réalisé. Là, on a vu un sacré buteur qui a encore de beaux restes. Et puis, je pense que c'est la 3e fois de la mi-temps qu'on a encore une fois une action où Jonathan Klaus intercepte une passe latérale ratée. Qu'est-ce que disait Cruyff? Les passes latérales dans le foot, c'est absolument à bannir. C'est les gestes les plus dangereux que tu peux faire, surtout quand ils sont aussi mal faits. Klaus surgit, il est resservi, il peut accélérer, mettre un ballon en retrait. On est 30 secondes avant la fin de la première période. Unai a ce qui pourrait être une balle de match. Malheureusement, il la gâche et il la met pile sur Gorter. Maurice Stein, en mode dépressif, tu menais 2-0 au bout de 25 minutes de jeu, mais Marseille est revenu dans le coup. Et je vais dire, pour une équipe qui perdait 2-0 au bout de 20 minutes, avec le contexte qu'on connaît, c'est rien de moins qu'admirable pour moi. En déplacement à Amsterdam, même si c'est un Ajax très faible, un des plus faibles des dernières années, c'est quand même se remettre dans le match là, alors que tu as pris 2 coups derrière la tête et que l'environnement, les événements récents sont tellement difficiles, j'imagine, pour tout le monde qui entoure le club et les joueurs. Je trouve ça vraiment beau et fort, quoi. Donc Marseille revient à 2 partout. Bemba continue son match catastrophique, genre là juste sa prise de balle sur quelque chose de très simple, elle est ratée et l'Ajax peut récupérer un ballon haut. Encore une fois sur les centres, comme ici celui de Forbes, il n'y a personne vraiment pour le couper dans une zone qui est tellement dangereuse. Taylor peut reprendre tranquillement au point de penalty et marquer enfin son but. Cette fois, oui, ça va au fond. 3-2 pour l'Ajax, mais vraiment, c'est absolument dramatique que cette charnière centrale ne coupe pas le centre de Forbes. Aubameyang va avoir une très grosse occasion. C'était vraiment en succession d'occasions dans un match où le milieu de terrain existait quasiment pas. Succession d'occasions, Aubameyang rate celle-ci, pied gauche pour le coup. Et l'Ajax a une grosse occasion de passer à 4-2. Sur ce mouvement, on voit une défense et une équipe sans ballon très passive, l'OM. Passe intérieure, Taylor, encore une fois, un bon contrôle orienté. Et ensuite, il peut jouer en appui sur son latéral droit, qui pourrait se rattraper avec un centre au cordeau. Encore une fois, la charnière qui se troue totalement. Ici, Gigot, ça passe devant lui. Et Brobet, s'il réussit mieux son contrôle, parce que je pense qu'il se dit jamais de la vie, ça va être, je vais réussir à récupérer ce ballon. Il y a peut-être une grosse situation. Et encore une fois, quelques minutes plus tard, 66e minute de jeu, Mbemba qui se fait totalement avoir, mais là c'est une énorme erreur. Brobet peut continuer sa course, il transmet en retrait pour Bergwijn. Là c'est le moment où l'Ajax doit faire le break et doit remporter ce match. Mais c'est stoppé par Paul Lopez, c'est un petit peu trop axial encore une fois, c'était une succession de très grosses occasions ratées. Et l'OM du coup va en profiter sur un renversement, et pour le coup la largeur, ça a été un vrai point de faiblesse des 2 formations qui ont été défensivement vraiment catastrophiques, vraiment mauvaises. Aubameyang peut rentrer intérieur depuis le côté gauche et finir. Gorter la repousse mais pas suffisamment bien dans son petit filet, c'est pas un très bon gardien, on le répète. Et l'Olympique de Marseille donc arrache le match nul à Amsterdam, ce qui est positif parce que c'est pas le match le plus simple du groupe, forcément, un déplacement à la Johan Cruyff Arena, mais ce sera pas non plus le plus difficile, parce qu'il y a Brighton, même s'ils ont perdu contre l'AEK Athènes, ce qui est très bien je pense pour l'Olympique de Marseille, il y a les 2 matchs contre Brighton, et même si Brighton a perdu contre l'AEK, moi si je suis De Zerbi et que je vois ce match-là, je me dis ok, cette défaite, elle n'est pas si catastrophique que ça. On aura des opportunités de prendre des points contre ces défenses-là. Mais bon, très bon résultat pour l'Olympique de Marseille. Vu la situation, je trouve que c'est, comme on a dit, rien de moins qu'admirable. En plus, domination statistique totale, quasiment 2 fois plus de tirs, 25 tirs générés pour l'OM. Doublé de passes décisives pour Amin Harit, doublé de buts pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont livré tous les 2 un gros match. Bon, ici, Who inverse les positions de Ndiaye et Harit. Ça a peut-être tourné un petit peu. Au début de match, en tout cas, c'était les 2 dans l'autre sens. Et Rongier est positionné en tant que 6, donc il l'était peut-être aussi. Mais au départ, il y avait plutôt Kondogbia et Rongier sur le côté gauche. Bref, de toute manière, l'animation de l'Olympique de Marseille n'a pas été particulièrement étincelante. Ce qui va être costaud,
c'est le calendrier qui arrive où j'ai entouré quelques matchs, mais franchement, j'aurais pu tous les entourer. C'est pas comme si Le Havre, c'était une équipe particulièrement simple à jouer. Et la UK Athènes, qui a battu Brighton, ce sera pas facile non plus. Mais là, derrière, il y a le classique tout de suite, dimanche contre le Paris Saint-Germain. Il y a Monaco. Donc, tu joues 2 déplacements à Paris et à Monaco. Le Monaco actuel, ça va pas être facile. Il y a Brighton, il y a un déplacement à Nice. Donc vraiment sur les prochains matchs de Ligue 1, c'est pas facile pour Marseille. Peut-être le plus simple, c'est contre Mont-Noël. Mais bon, ça, les Olympicos, ça peut toujours partir un petit peu en vrille. Il y a Lille et il y a Lens. Donc pour finir le mois d'octobre et début du mois de novembre, là, c'est un sacré programme pour l'Olympique de Marseille qui tombe assez mal vu le contexte. Mais du coup, ce match nul, je pense qu'il fait du bien. Et c'est un très très bon résultat pour l'OM. C'est aussi un très bon résultat pour les clubs français, pour la France. Déjà à l'indice UEFA, moi même si j'aime bien l'Ajax, c'est pas top de laisser des points en route contre les Néerlandais, même si j'adore les Pays-Bas. Je préférerais que la France gagne ses affrontements contre les clubs néerlandais qui nous chassent à l'indice UEFA. Et c'est une très très bonne journée pour les clubs français en Coupe d'Europe. Victoire du Paris Saint-Germain, bien sûr, contre Dortmund, match nul de Lens à Séville, un match qu'on a rapidement débriefé ce matin dans le récap Ligue des Champions. Le LOSC a battu Ljubljana, Rennes a battu, c'était quoi, le Maccabi Haïfa, Toulouse, match nul à l'Union Saint-Gilloise contre l'Union Saint-Gilloise à Bruxelles. Et match nul de l'Olympique de Marseille, donc ce soir, tous invaincus, c'est assez rare pour être souligné. Donc bravo, ça fait kiffer. Voilà pour la dernière analyse des matchs de Coupe d'Europe de la semaine. Ça a été une semaine très très chargée, mais c'est pas fini. On a encore un beau programme avec la draft, une draft qu'on a tournée tout à l'heure avec Stan, et c'était un sacré moment, je vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous la sortir. Et bien sûr ce week-end, dimanche surtout, on a le North London Derby entre Arsenal et Tottenham qui va être génial, débrief à peu près en ligne vers 18h je pense, et l'analyse du classique à minuit. Avant le récap du week-end de lundi, etc. Bref, gros programme en perspective. J'espère que vous serez là. Merci de votre soutien toujours croissant. Ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit. Prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite. Bisous.